Et nous sommes en direct. Bonjour. Mais oui, salut tout le monde. Bonjour. Bonjour Salut François. François, bienvenue parmi nous. Alors nous, on est les Webosaures, il est 12h30 mais c'est magnifique. Et on On est est à le l'heure. 21 mai, non, avril, mai, c'est ça, Non, mai mais 2020. Oh là là, je perds mes repères temporels hein, avec toutes ces histoires. On espère que vous allez bien. Salut à tous les spectatosaures qui sont déjà dans le chat sur Twitch. Et puis salut aussi à ceux qui nous écoutent en replay, en retard ou en podcast sur toutes les plateformes où on est disponible. Vous savez, on va pas les répéter à chaque fois, mais bon, sur webother.com, vous avez tous les liens pour nous suivre de toutes les manières possibles. Allez, on va aller un peu plus rapidement que d'habitude sur l'introduction cette fois-ci, et on reviendra sur vos commentaires en fin d'émission pour des petites histoires d'emploi du temps. Et on va tout d'abord commencer par présenter notre invité. François, qui es-tu? Que fais-tu ici? Comment ça va? déjà, je suis très content d'être avec vous deux. C'est très sympa de m'avoir invité. Donc, moi, je suis Merci, François Phonique. merci d'être avec Euh, nous. donc, je suis un vieux geek, hein. Bon, on va dire ça comme ça. Je suis geek depuis 83 quand même, Ah oui, maintenant. Donc, ça commence à dater un peu. Je suis rédacteur en chef de Programmer depuis très longtemps, depuis presque 19 ans. Donc, magazine pour les développeurs. J'ai créé aussi ce petit mag, donc, alors c'est un petit peu à l'envers, mais c'est normal, donc c'est Technosaure. Donc, ça ressemble aussi un petit peu au titre de l'émission quand même. Donc, c'est sur les vieilles machines, parce que moi, je suis accro effectivement aux vieilles machines. On le voit à il y a des l'endroit. thématiques qui se rejoignent, on va dire. T'es pas là Voilà, pour rien. voilà. Et puis, accessoirement, je suis aussi historien, mais côté histoire, euh, plus général, mais aussi de l'informatique, parce que j'ai écrit il y a 2 ans un bouquin sur l'histoire des micro-ordinateurs de 73 à 2007, et les 2 prochains volumes sont en préparation. Ah, ça fait une sacrée période. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Oui, mais c'est deux bandes très très marquantes. Donc 73, hein, c'est le premier micro-ordinateur au monde, donc c'est un micro-ordinateur français, donc c'est le Micral N. Ça, il faut quand même qu'on le rappelle. Et Cocorico. 2007, voilà. Et 2007, tout simplement parce que pour moi, c'est la seconde charnière très importante. C'est la sortie du premier téléphone Apple, donc l'iPhone. Oui. Et pour moi, c'est 2 charnières clés dans l'histoire de l'informatique et de la micro-informatique. D'accord. Ok. C'est bien trouvé comme point clé. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout Alors, à fait. Voilà, en fait, bon, il faut pas oublier que l'histoire de l'informatique, hein, c'est des technos, c'est des machines, mais c'est aussi des dates, hein, aussi C'est vrai. accessoirement. C'est l'histoire, c'est les dates. Et Salut j'ai Brisitor qui nous a rejoint et Axeran. Coucou. Excuse-moi. Tu disais. non, mais que j'avais coupé en plein vol notre ami non, 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 bah en fait, ce que je disais, Corben. c'est. Alors, moi, je suis content de faire cette émission avec toi, parce que. Puis avec Rémi aussi, parce que. Enfin, il y a un côté un peu Madeleine de Proust, en fait, avec ces vieilles machines, avec tout ce qu'on voit maintenant en termes d'émulateurs. Bon, après, il y a tout ce qui est rétro gaming, mais là, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais moi, j'ai commencé sur un Commodore SX64, qui est un Commodore Yo. portable, hein, un vieux truc. Je l'ai là, juste là. Je pourrais vous le montrer après. Il est très lourd. Voilà. Mais avant, je sais pas ce qu'il y avait avant. Tu vois, je sais rien. Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un petit historique sur un peu les débuts? Tu nous as parlé du Micral, mais il y a peut-être eu d'autres choses. En tout Ouais. cas, sur les gros trucs qui sont, enfin, les trucs qui ont marqué un peu l'histoire ou en tout cas qui ont été très popularisés. Je sais pas. Alors, c'est vrai que le Micral N, en fait, bon, c'est le premier, mais il est très très peu connu parce que c'est un marché purement français. On peut rien Même faire si, avec. en fait, c'est pour du calcul, mais du calcul que tu faisais effectivement en déplacement parce que tu pouvais brancher d'énormes batteries à côté. Et tu communiquais non pas avec un clavier ni un écran, parce que ça n'existait pas à l'époque, en tout cas, c'était pas installé. Donc, c'était des sortes de commutateurs. Donc, en fait, D'accord. tu montais, tu baissais des commutateurs et des séries de D'accord. lettres te donnaient ensuite des informations. Quand tu regardes vraiment ce qui a popularisé auprès des amateurs de la techno, les geeks, effectivement, à l'époque, hein, parce que tu en avais déjà effectivement aux États-Unis, c'est l'Altair. Donc l'Altair, c'est 74-75, donc c'est le même principe que le Micral.
Il était vendu soit en kit que tu montais toi-même ou en kit déjà prêt à l'emploi. Mais c'est lui qui va vraiment commencer à populariser la notion même d'ordinateur, que ce soit à la maison, que ce soit en entreprise. D'accord. Toute une communauté s'est faite autour de l'Alter. Les clubs, les fameux Homebrew aux États-Unis se sont développés effectivement à ce moment-là. Donc tous les clubs en fait présentaient chaque semaine les créations de leurs membres, et c'est comme ça d'ailleurs que l'Apple I a été présenté par Woz et par Jobs en 1976. Il a été présenté devant un parterre d'un club comme ça. Voilà. D'accord. Donc l'Apple I, oui, effectivement, il marque une étape, mais c'est vraiment l'Apple II qui va focaliser la création de la micro-informatique au sens moderne du terme. C'est lui qui va faire rentrer véritablement l'informatique dans les maisons, dans les entreprises, parce que tu n'avais plus besoin d'acheter quelque chose en kit. D'accord. Et une machine ouverte, pas trop cher à l'époque, tu pouvais utiliser un moniteur ou l'écran de la télé, et ça c'était aussi très très important parce que très souvent tu étais obligé d'utiliser l'écran de la télé, et en famille c'est un petit peu gênant. Voilà. Et c'est vraiment effectivement une date très très marquante, hein, donc c'est 77, et c'est vraiment un instant important de la micro-informatique. Ensuite, tu as tout ce qui va être micro-informatique plus familial, donc avec les Commodore 64, Atari qui sort ses consoles, ordinateurs, donc c'est l'Atari 400 et 879. Commodore, toujours lui, va sortir effectivement en 79 le fameux PET, hein, donc plutôt orienté entreprise. Et comme ça, tu vas avoir toute une série de constructeurs, Atari, Commodore, Amstrad, évidemment. Ah oui, le CPC. Les fameux CPC. T'as Amiga qui va arriver au milieu des années 90. Le MO5, c'est à quel niveau à peu près? C'était avant aussi, le MO5? Le ME5, oui, c'est à peu près les mêmes dates, donc c'est 83 et 84, en fait, tout ça. Et tout ça, en fait, tu vas avoir effectivement une sorte de floraison, tu vas avoir des dizaines et des centaines de constructeurs qui parfois vivent même pas 3 mois. Oui. Mais tu as une profil. Eldorado, quoi, ils se lancent tous. En fait, tu peux pas imaginer le nombre de machines et de constructeurs que tu as pu avoir entre 75 et les années 90. C'est fantastique. Et ce qui a tué tout ça, c'est le Wintel, au bout du compte. Donc le Wintel, c'est le couple Windows et processeur Intel, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, quand Windows 3 va sortir, donc là, tu es vraiment tout début années 90, c'est là que tous les autres constructeurs vont être tués. Donc toute la profusion que tu as pu avoir dans les années 80, ça n'existe plus. C'est les fameux PC beige, donc les fameuses boîtes beige qui s'imposent. Les tours. Et tu vas... Pardon? Les tours ou les boîtes... Tours, en forme pizza, etc. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'avant, tu avais le clavier et tout était intégré en un, quoi. C'est ça aussi la différence? Pas tous, oui. Alors après, tu avais effectivement les tout en un, tu avais les séparés, etc. Et surtout, avant que le DOS arrive, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas effectivement MS-DOS qui a créé le monde informatique, hein, tu bootais sur un prompt basique. Et en fait, tu tapais des commandes DOS. Alors DOS, donc c'est le système, bon évidemment, mais tu passais par le basique. Parce que même sur l'abstrat CPC, on voulait lancer un jeu, il fallait faire run, machin et tout ça, il fallait loader la disquette en avance, il fallait vraiment taper des commandes pour lancer un jeu. Et en fait, quand tu branches effectivement un Commodore 64 aujourd'hui, il boot en même pas 2 secondes. Comme ton basique, en fait, mais il est dans la ROM, effectivement, il boot tout de suite. Ouais. Et quand tu regardes un petit peu l'histoire de cette informatique-là, c'est que tu te rends compte que le système d'exploitation, il a été inventé parce qu'il y avait un problème tout simple. Comment utiliser des disquettes et des disques durs? Parce que quand tu utilises effectivement une cassette, donc une cassette audio comme ce qu'on a connu, c'est un stockage séquentiel.
Donc, pour pouvoir effectivement accéder, mettons, à ton programme qui est stocké à l'indice 500 de ton compteur, il faut que tu passes l'indice entre le 0 et les 499 avant d'accéder à ton stockage à l'indice 500 de ton lecteur. Ouais, bah oui. Bon, je sais pas, s'il y en a qui n'ont pas connu, hein, effectivement, avant d'avoir Voilà. des disquettes et tout, il y avait certains ordinateurs, on stockait sur cassette, on avait des jeux sur cassette. Et donc, Voilà. pour charger un jeu, on faisait play, il lisait toute la cassette, pardon, il prenait toutes les données, tac, 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 et ensuite, le jeu était chargé, quoi. Et ça pouvait être Et oui, et quand les lecteurs de disquettes sont arrivés dans le marché à des prix intéressants, la problématique c'était comment utiliser depuis son ordinateur, donc que ce soit un Commodore ou que ce soit un Amstrad, etc., ou même un PET ou même l'Apple II ou l'Alter, comment accéder et stocker des informations placées de manière plus ou moins aléatoire sur une disquette ou un disque dur. D'où la création du DOS. En fait, le DOS, donc ça n'a rien à voir avec Microsoft. Le DOS a été créé pour gérer l'accès, le stockage et le traitement des disquettes et des disques durs dès les années 75. D'accord. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, on considère que le DOS c'est égal le fameux MS-DOS, mais non, en fait, le DOS existe bien avant effectivement MS-DOS, quand même, à la base. Mais ça a été racheté par Microsoft ou c'était une déclinaison? Je me souviens plus. Alors non, en fait, le DOS c'est une famille d'OS Ouais, c'est ça. comme Windows, comme d'autres. Et en fait, MS-DOS, donc, il a été. Alors, je ne refais pas une histoire de MS-DOS, mais c'est passionnant. En fait, MS-DOS, c'est une émanation, on va dire, suite à une licence puis un rachat de QDOS. Donc là, tu es dans les premiers mois de 1980. Parce qu'IBM, quand IBM fait son projet PC, donc le fameux IBM PC, en 81, il lui manquait un système. Et je ne referai pas non plus l'histoire du CPM, etc. Mais en fait, IBM n'avait pas de système en propre en interne. Donc, ils ont été obligés de chercher ailleurs pour ne pas en développer un. Ils sont allés voir Digital Research, donc ceux qui éditaient le fameux CPM effectivement à l'époque, mais ils ne voulaient pas bosser avec IBM. Donc, IBM s'est retrouvé un petit peu sans OS. Donc là, tu es printemps de 81. Et donc, ils ont demandé à Microsoft, parce que Microsoft leur fournissait déjà le fameux BASIC, est-ce que vous avez un système? Bonne question. Non, parce qu'en fait, à l'époque, donc là on est en 81, Microsoft ne faisait pas de système. Ouais, bah. Donc, ils ont dit, OK, oui, on a un système en interne. Et donc, en catastrophe, ils vont aller prendre une licence de QDOS. Donc, en fait, QDOS, c'est la transposition sur les processeurs Intel de CPM, ce qui a posé un problème légal après. Donc, ils prennent le code de QDOS, ils le redéveloppent en interne chez Microsoft, et c'est comme ça que QDOS va devenir le fameux MS-DOS. Amusant. Ok, ouais, marrant. Voilà. Mais en fait, il faut quand même savoir que l'aventure du PC, c'est qu'une histoire d'opportunité. Comme la création de Microsoft. Microsoft, il s'est créé en 75 parce que l'Alter, donc ceux qui construisaient l'Alter, ils n'avaient pas de langage de programmation. Bill Gates et Paul Allen contactent les gens de l'Alter, ils disent, nous, on a effectivement un langage, on te le vend. Sauf qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas un Alter pour le coder. Mais ils ont pris l'opportunité de le faire et... Mais c'est incroyable. En fait, en 4 semaines, les mecs, ils trouvent une machine compatible et ils te développent un BASIC entier. Ouais. Sur une bande de papier, parce qu'à l'époque, l'Alter ne gérait pas le disquette. Donc en fait, c'est une bande de papier que tu lisais avec un lecteur de bande papier que tu connectais à l'arrière de l'Alter. Quand ça se déchirait, tu devais pleurer. Oui, plutôt. Et cette bande de papier, aujourd'hui, d'ailleurs, elle est exposée dans un musée américain. D'accord. Voilà. Et c'est l'acte fondateur, effectivement, de Microsoft. D'accord. Bon, après, il y a eu effectivement Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais bon, effectivement, on s'éloigne un petit peu de WebOzor. Ouais. Reprenons un peu le fil sur les différentes machines.
Ouais. comme tu nous Alors, racontes. c'est vrai que si on remonte un petit peu l'esprit du réseau, donc en fait, le réseau, ça a été toujours quelque chose de très très important. Dans le sens où tu as toujours eu besoin de partager des informations, d'échanger des documents. Mm. Il faut jamais oublier que les premiers jeux comme Zork Mm. ont été créés sur un réseau de fac aux États-Unis. Et ça fonctionnait sur d'énormes machines, hein, donc c'était les PDP-11, donc de chez DEC. Et Zork a été codé d'abord sur des mainframes, sur des Ah oui. ordinateurs centraux comme ça. Et ensuite, effectivement, ils ont recodé tout ça pour que ça fonctionne dans des monomachines de type effectivement Apple II, bon, etc. Mais les premiers jeux, effectivement, ont été faits pour du jeu en réseau. Ah ouais. Ouais, les premiers, il y Et avait oui. les Mutos, enfin, quel était le nom, je sais plus, mais des genres de donjons. Alors, le tout premier jeu massivement, entre guillemets, multijoueur, c'était effectivement Avengers, Mm. qui est le prédécesseur de Zork. Voilà, d'accord. Donc là, c'est autour de 75, 76, à ce niveau-là. À cette époque-là, tu as aussi la création d'ARPANET. Mm. ARPANET, donc ce qui va donner 10 ans plus tard, effectivement, les fondations d'Internet. Donc ARPANET, hein, donc réseau de la DARPA, mais de l'armée américaine, qui va diffuser ensuite dans les facs, effectivement aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que le réseau a toujours été très très important. Et d'ailleurs, tous les grands micro-ordinateurs années 70 et 80 vont se faire un plaisir d'intégrer des piles réseau d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier que déjà, tu avais des réseaux entiers de terminaux. Donc, tu avais un site central, donc une sorte de mainframe, et après, tu avais des écrans passifs qui se connectaient comme ça dans du coaxial ou dans un réseau effectivement en étoile. D'ailleurs, la technologie effectivement Ethernet, hein, qu'on connaît tous aujourd'hui, est née chez le fameux laboratoire de recherche de Xerox PARC au début des années 70. Ah oui, c'est si vieux. Donc, Ah oui. oui, en fait, ce n'est pas quelque chose de récent. Mm. Le Macintosh, donc quand il sort en 81, il était déjà connectable dans un réseau local. Ouais. Mhm. Alors là, tu nous parles on va dire des gros ordinateurs à l'ancienne, mais il y a eu après toute une génération un peu d'ordinateurs personnels. Tu peux nous en dire plus là sur les premiers ordis que les gens pouvaient mettre chez eux, quoi. Comment ça commence Quand à... on reprend Voilà. Oui, le fil avec les alors, CPC, c'est tout vrai ça, que Amiga. alors, tu as effectivement le fameux Apple II hein, qui va vraiment marquer cette création du marché de l'ordinateur dit personnel, effectivement. Après, tu vas avoir le mythique Commodore 64 Mm. qui s'est quand même vendu à plus de 17 millions d'exemplaires, qui est énorme quand même. Incroyable. Après, tu as le fameux Amstrad CPC, évidemment, qui marque les esprits, hein. Ça, j'ai eu. D'ailleurs, moi, je me souviens 48. encore qu'avec des amis, tous les mercredis après-midi, on jouait des heures entières sur les jeux sur CPC. Ah oui, oui. Les fameux Atari ST arrivent, Atari ST. bon, évidemment. Tu as les Amiga, et notamment l'Amiga 500 et 600. Donc, en fait, les ST et les Amiga, c'est vraiment les grandes machines entre 85 et 95. C'est vraiment elle qui démocratise, notamment auprès des ados, tout ce qui est informatique Parce qu'il y avait Bah là, dans la des, maison. il y avait des comparables. jeux. Parce qu'il y avait des jeux. Alors je Ah pense bah, que c'était aussi utilisé peut-être dans certaines entreprises, mais par contre il y avait il y avait pas de couche réseau sur ces ordinateurs-là. alors non, par défaut, tu n'avais pas de réseau. Par contre, tu avais toujours des petits malins ou des constructeurs qui te rajoutaient des extensions réseau, effectivement, à un moment donné. Par contre, tu avais un certain nombre de machines comme les Macintosh, les Commodore PET, qui avaient quand même une connotation mi-familiale, mi-entreprise, où là, tu avais effectivement, d'une manière ou d'une autre, un connecteur réseau, et donc tu pouvais ensuite le connecter au réseau. Mais c'est vrai que moi, je me souviens de mes premières connexions au monde Internet. Je les ai faites d'abord en fac. Donc là, tu es fin 94, début 95. Mm. Et puis ensuite, de chez moi, avec un bon vieux modem 9600 bauds. Voilà. Oui. Donc, et
les CD de connexion pour que ça dure plus qu'un mois. Mais ça c'est cool. Voilà. Mais en fait, oui, effectivement, au départ, dans toutes ces machines-là, le réseau, c'est pas quelque chose de naturel. Le réseau va d'abord diffuser dans les machines un petit peu plus pro, dans les entreprises, mais au fur et à mesure, effectivement, ça va descendre dans les machines vraiment plus personnelles. Et le PC, c'est vrai, va être un diffuseur de connectivité réseau extrêmement fort, parce que très souvent, tu avais une interface, une carte réseau, ou même si tu n'en avais pas, tu pourrais en acheter une et l'installer. Et c'est pour ça que tu faisais des parties de Doom les nuits entières, parce que justement, il était fait pour être joué en réseau. Et alors, il y a David ST qui nous rappelle, Vas-y. pardon, je Vas-y, prends vas-y, juste 2 vas-y. secondes, le port Siri pour faire le réseau, etc. Moi, j'avais aussi le BNC Oui, avant Ethernet. Hein. En oui, BNC, oui, on mettait les inter, oui. je trouvais des coups de jus d'ailleurs, il me semble. C'était assez rigolo. Ça, tu pouvais. Et puis, en fait, dans les réseaux en coax, il fallait jamais oublier un bouchon, parce que sinon, ton réseau restait ouvert et tu comprenais jamais pourquoi que ça fonctionnait pas. Effectivement, une fois sur deux. Et comme effectivement, dans les chaînes SCSI, tu oublies à chaque fois, effectivement, le fameux point de finition et tu passes 1 heure à comprendre, mais pourquoi il ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, avec le Wi-Fi, c'est tellement simple. Alors tu parlais tu parlais enfin on a parlé de Commodore, d'Atari, etc. À un moment il y a eu l'IBM PC qui est arrivé et puis la vague PC. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des ordinateurs qui étaient créés par des sociétés qui faisaient leur propre ordi avec leur propre architecture, etc., leur propre processeur et compagnie. Et à un moment, ça s'est uniformisé avec l'arrivée de l'IBM PC. Tu peux nous en dire plus là-dessus? PC. Oui, en fait, l'IBM PC, donc le fameux 5150, donc lui, il sort en été 81. D'accord. Et c'est vraiment l'acte de naissance du PC, hein, effectivement. Et à partir de là, ça va devenir un vrai standard en entreprise. Et c'est comme ça d'ailleurs que le PC s'installe effectivement en entreprise, parce que c'est avant tout une machine d'entreprise. Par contre, tu n'as pas encore de clones. Les clones, ils vont arriver 10 mois plus tard, parce que tu avais des petits malins qui vont faire du reverse sur le BIOS, sur les ROM de l'IBM PC. Ce qui a d'ailleurs provoqué des guerres, des procès qui ont Oui, c'est ça. Voilà. En fait, n'oublions pas que le code du BIOS était ouvert. En fait, il était dans la doc. Mais tu n'étais pas censé le copier tel quel. Et oui. Il était c'est comme ça légalement, mais il était disponible. C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Mais dès 83, tu vas avoir un certain nombre de constructeurs qui vont commencer effectivement à faire du reverse dessus et reprogrammer le BIOS. Et c'est comme ça que les premiers clones, donc les fameux compatibles IBM PC, vont commencer à apparaître. D'où Compaq. Compaq, en fait, c'est avant tout un clone. Ouais. Mais ils vont être suffisamment intelligents pour ne pas avoir de procès, en tout cas, pas un procès ouvert. D'accord, mais je savais pas, mais en fait, toute cette histoire de compatibilité, tout ça, c'était pas volontaire de leur part, c'est parce qu'il y en a qui ont copié et tout ça. Oui. C'est quand même beau. Oui. Parce qu'au final, tout le monde y a gagné. Oui. En fait, l'astuce du PC comme standard vient du fait que IBM avait autorisé Microsoft à licencier le fameux MS-DOS à tous les constructeurs qui seraient capables de l'exécuter. Et donc, ça ouvrait automatiquement la voie aux compatibles PC. Ah bah oui. Et donc, à l'époque, tu avais les compatibles, effectivement, MS-DOS, donc qui savaient faire tourner bon MS-DOS, mais qui n'étaient pas full compatibles avec les logiciels de l'IBM PC. Et eux qui étaient vraiment full compatibles PC, effectivement, faisaient tourner tous les logiciels de l'IBM PC. Et c'est comme ça que Compaq, après même pas 5 ans, 6 mois, vont dépasser IBM dans la course au marché quand même. Ouais. Donc, c'est beau. Mais bon, encore une fois, c'est une question d'opportunité. Les gens se sont engouffrés dans la brèche
Et c'est comme ça que le PC est devenu vraiment le vrai standard. Pour ceux que ça intéresse, il y a une bonne série là-dessus qui s'appelle Halt and Catch Fire, qui Ouais, reprend un ouais. peu ce moment-là où il se copie un peu et c'est un peu la guéguerre chez les constructeurs. Ouais. Alors, juste pour l'anecdote, alors ça c'est super intéressant que tu le mentionnes. Le constructeur qu'on voit dans la série, c'est un Texan, et Compaq est Texan. Ouais. Ah, Et oui, donc aussi. D'accord, donc on peut se ça dire raconte que quelque voilà, chose. c'est un peu l'histoire de Voilà. Compaq sans le dire, quoi. Voilà. Et surtout, ils vont créer effectivement un portable. Et Oui. le premier clone PC, c'est un transportable. C'est le fameux Compact 1 de 84. Hmm. D'accord, ok. D'accord. Je Ouais, pensais que ouais. c'était mi-fictif, Voilà. mi-réel, mais c'est vrai Non, que... non, 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 non. Non, en fait, il y a toujours un fond de vrai dans les épisodes. Ouais, ouais. Ouais, c'est une super série en tout cas. Halt and Catch Fire. Ouais, 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 ouais. Franchement, regardez absolument, hein. Alors après, on a vu aussi pas Absolument. mal Alors, il y a eu aussi des grosses évolutions sur tout ce qui est architecture de processeurs aussi, non? bah, oui, oui, mais effectivement, énormément. Donc, le premier processeur apparaît donc début années 70, hein, donc c'est les fameux Intel. Mhm. Euh, En fait, jusqu'au milieu des années 80, tu as deux grosses familles de processeurs. Donc, c'est le Zilog, hein, avec le fameux Z80, et tu as les CMOS. Intel, c'est vraiment les très grosses machines, c'est les machines d'entreprise. En fait, Intel, bon, même du Motorola ou de l'AMD, qui sont déjà là, hein, dans le marché, vont être relativement peu présents jusqu'au milieu des années 80. En fait, les deux gros fondeurs, hein, bon, encore une fois, c'est CMOS et c'est Zilog. Qu'est-ce qui va faire la bascule? Déjà, Apple. Apple va utiliser les fameux 68000, donc les Motorola, dans l'Apple Lisa, dans le Macintosh. Mm. Les Atari ST et les Amiga vont aussi utiliser le fameux processeur 68000. Mm. Donc, c'est des processeurs 1632 avec effectivement une vélocité absolument incroyable. Ensuite, tu as tous les X80, les Intel, en fait, qui vont vraiment exploser quand l'IBM PC va vraiment sortir dans le marché. Et c'est vraiment 85-86 que Intel va vraiment devenir la référence processeur. Et quand tu as Windows 3 qui sort, donc là, je rappelle, on est au début des années 90, c'est là que le couple Wintel en fait s'impose. Mhm. Parce qu'Intel va sortir de plus en plus de processeurs et tous les constructeurs qui veulent être compatibles PC, évidemment, vont utiliser de l'Intel. Et comme MS et Intel vont travailler très étroitement ensemble, effectivement, les deux vont former le fameux couple Wintel. Après, effectivement, tu as des processeurs beaucoup plus dédiés comme les PowerPC, comme les Spark, ou les MIPS aussi, qui apparaissent, mais tu es plus dans du marché de niche, Mhm. dans, dans de la mini-informatique ou dans des micro-ordinateurs, mais beaucoup plus pointus, comme dans de la 3D, dans de la CO, mais pas vraiment infusé dans le grand public. Ouais. Mm. Et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, là, avant que tu partes, parce que malheureusement, tu dois y aller, Ouais. c'est comment est-ce qu'on fait maintenant, en 2020, pour revivre un peu ces sensations sur ces vieilles machines, sur tout ce que tu dis, là? Est-ce qu'il y a, je sais pas, on peut en acheter? Est-ce qu'il y a des émulateurs? Est-ce qu'il y a des sites qui recréent ça? Enfin, comment est-ce qu'on peut faire? Alors en fait, aujourd'hui, tu t'aperçois que tu as plein de solutions aujourd'hui. Donc tu peux trouver, alors selon le modèle, très facilement des vieilles machines qui fonctionnent, hein. Tu peux trouver un Macintosh Plus de 85 qui est totalement fonctionnel. Tu trouves très facilement des Atari ST, des Amiga 500-600, même des CPC à cassette ou à disquette, ça se trouve. Et tu te rends compte qu'au bout de 45 ans, ils fonctionnent sans aucun problème. Ils fonctionnent, mais c'est nickel chrome. Ouais, ouais. Bon, t'as quelques condensateurs qui vont effectivement exploser, mais ça se change et c'est pas vraiment un problème. Bon, ce qui est le problème, c'est la fumée qui s'en dégage, mais ça, c'est qu'un détail. Donc, ça, c'est la première des solutions. Donc, ça se trouve, ça fonctionne, hein. Et franchement, pour moi, qui suis très proche du matériel,
c'est un pur plaisir, évidemment. Ensuite, pour ceux qui veulent avoir le matériel un petit peu plus moderne, mais avec les joies de la vieille informatique, on va dire, tu as beaucoup de solutions à base de Pi, effectivement, qui se développent Donc Raspberry aujourd'hui. Pi. Tu as des... Voilà, oui, mais excuse-moi, Pareil. de la Raspberry Pi ou de l'Odroid, qui sont de très très bonnes plateformes pour faire du rétro gaming ou du rétro computing. Tu as des plateformes de rétro gaming qui te permettent de jouer, d'accéder à toutes ces plateformes de l'MSX, de l'Atari, du CPC, etc. etc. Une des plus connues est française, je le rappelle, donc c'est la fameuse Recalbox. En fait, tu installes ça sur ta Raspberry Pi et tu as accès à plusieurs dizaines de vieilles plateformes comme ça, et tu télécharges les binaires de tes jeux et tu rejoues comme ça à tes jeux anciens sur des plateformes modernes. Après, ils ont ressorti sur une électronique un petit peu plus moderne, un ZX Spectrum il y a quelques années. Là, ils ont sorti cette année un C64, donc le Commodore 64, pareil, à plus de 200 € quand même. Donc, c'est quand même très cher. Bon, à ce prix-là, autant avoir le vrai. Ouais, voilà, c'est ça, parce Voilà. que c'est en plus Mais c'est fait Pour avec les du connexions c'est aussi. c'est fait avec du matos neuf. c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, voilà. Mais c'est vrai que si aujourd'hui tu as effectivement une Raspberry Pi, une carte SD qui traîne, tu télécharges une Recalbox, tu l'installes, tu trouves les binaires des jeux ou des logiciels qui se trouvent très facilement sur effectivement Internet, ça sert à ça. Tu mets ça sur ta carte SD, pardon, je n'ai rien dit, évidemment. Tu installes ça sur ta carte SD. Et puis, c'est parti. Tu vas jouer effectivement à Dungeon Master, tu vas jouer à Captain Blood, Arkanoid, Xenon 2, etc. etc. Ouais, ouais. Et franchement, c'est super facile. Mais tu peux C'est aussi, super facile. j'imagine, Après, coder, avoir les logiciels de l'époque, trouver des choses, tu sais, ouais, je sais pas, le ouais. tableur de l'époque ou le, tu vois. Ah bah oui, bah, tu peux utiliser un multiplon, un VisiCalc, Ouais. tu peux utiliser un Cubase, donc ça c'est pour tout ce qui est traitement MIDI audio, qui a fait les grandes années de la télé-réalité quand même, parce que je répète que Jean-Michel Jarre a composé une partie de ses albums avec de la télé-réalité quand même, effectivement à la base. Oui, tu as quand même accès à pas mal de choses. Alors, par contre, tu as certains logiciels qui vont fonctionner très mal avec ce genre de matériel récent, parce que justement, tu n'as pas toutes les interruptions matérielles de l'époque. Ouais. Donc, tu as certains logiciels, il vaut mieux avoir le vrai matos, entre guillemets, antique, pour pouvoir les utiliser pleinement. Mais pour moins de 200 €, on va dire que tu peux te payer une bonne plateforme avec une Raspberry Pi qui va supporter plusieurs dizaines de vieilles machines. Et encore moins cher, tu as plein d'émulateurs software aujourd'hui sur ton Windows ou sur ton Mac d'ailleurs, pour pouvoir émuler les vieux PC 186 ou 286, les vieux MS-DOS. T'en as même pour les CMOS, t'en as même pour les e-log. Il y a quelques temps, j'ai même installé un émulateur uniquement pour du Tandy, donc en fait tout ce qui était TSR 80. Donc en fait, tout ce qui est ordinateur de Radio Shack, donc début années 80, pardon, tu as des émulateurs pour tout. J'ai même trouvé un émulateur pour de l'Apple Lisa et qui fonctionne d'ailleurs plutôt pas mal. En fait, tu peux trouver tout. Aujourd'hui, tu as plein d'émulateurs comme ça qui sortent. Alors, plus ou moins stable, mais tu peux vraiment te faire plaisir, vraiment très simplement. Tous sont gratuits aujourd'hui. Le plus dur, c'est de trouver les ROM. Donc, en fait, tu as les ROM, donc c'est ce qui va te permettre de booter, en fait. Donc, en fait, c'est les ROM qu'on va patcher des anciennes machines pour pouvoir les récupérer sur les émulateurs. D'accord. Voilà. Mais voilà, donc soit tu passes par de l'API ou de l'Android, bon, ce que tu veux, avec des distributions de type de Recalbox, soit ils te repackagent une plateforme complète, mettons comme le Spectrum ou comme le C64, ou sinon, le plus simple et le plus rapide, tu trouves ton bonheur avec un émulateur.
Alors par contre, les émulateurs sont très centriques, donc ils vont émuler un ou deux systèmes, mais pas plus en général. Ouais. Ou alors Hmm. tu vas sur le Mais bon coin franchement, et t'achètes les vieilles machines qui traînent, c'est ça. alors, soit Le Bon Coin, eBay ou Rakuten, bon, ou Ouais. d'autres. Par contre, faites très gaffe au prix. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Hmm. Après, Voilà. est-ce qu'il y a des endroits ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des musées ou des associations ou des clubs dans lesquels on peut se rendre Oui, oui. et jouer avec ces machines-là ou les voir, les Alors, expérimenter? alors tu as une sorte de musée, donc c'est le Muséum d'histoire virtuelle qui est dans l'est de la France. Voilà, donc en fait, c'est celui-là. Voilà. D'accord, Donc là, ils ont une petite collection, mais c'est sur rendez-vous. Et donc, tu as aussi le musée Pixel aussi, je crois, qui est aussi dans l'est de la France, où là, c'est plutôt jeux et consoles. Mais malheureusement, en France, tu n'as plus de musée de l'informatique. Voilà. d'accord, Alors qu'en Allemagne, en Tchéquie, bon, etc., tu as plein de musées comme ça. Mais en France, effectivement, on n'a plus beaucoup de musées. Alors, tu as quelques conventions qui se déroulent tous les ans en France. Tu as des associations comme MO5, comme Silicium ou comme la WDA, effectivement, qui sont là pour un petit peu sauvegarder le patrimoine. Et de temps en temps, ils vont sortir un certain nombre de machines pour les montrer au public. Mhm. Souvent, c'est plus du gaming et console. ouais, Ouais. Mais tu as relativement peu d'événements liés effectivement au micro-ordinateur. Voilà. d'accord. Mais c'est vrai que quand tu vas bon, aux États-Unis, par contre, tu as plusieurs très très grands musées. L'un des plus connus, c'est le musée vivant de l'informatique, qui est sur la côte ouest des États-Unis. D'accord. Voilà. Où là, tu vois les mainframes des années 60, effectivement, en pleine action et tout. Et tu as même des anciens ingénieurs, des constructeurs qui sont là pour te montrer un petit peu comment ça se passe. Mhm. À Moscou, d'ailleurs, tu as aussi un petit musée où tu peux toucher et utiliser les productions russes. Aussi très très Excellent. intéressant d'ailleurs. Ah ouais. Comme- Oui, c'est vrai parce qu'il y a eu aussi on parle beaucoup des ordis français et américains, mais il y a aussi pas mal de, Ouais. il y a eu des ordis russes. Ah oui, oui. En fait, tu peux pas imaginer à la foison de constructeurs que tu avais dans l'Europe de l'Est à l'époque, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Bulgarie, l'URSS était très très active, même l'Allemagne de l'Est aussi, tu avais énormément de machines qui sortaient, et c'était souvent des clones du ZX. D'accord. 80 et 81. Et en fait, les mecs, ils te clonaient tout. Ils te clonaient les PCB, donc les cartes électroniques, les processeurs, jusqu'au système et au programme. Ils faisaient ce que Et font c'est vraiment les assez Chinois amusant. maintenant, en fait. Ouais, voilà, c'est D'accord. ça. Et, euh, et mine de rien, j'en ai plusieurs dans ma collection, et ça fonctionne pas si mal que ça, mine de rien. Ok. Bon, on va te libérer. Et moi, je vais... Ouais, merci encore. Merci Bah, à écoute, toi. merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne ou redonne-nous les références de tes magazines? Programmer ou Technosaure, le plus simple c'est sur programmer.com, hein, ou sinon on me trouve très facilement sur Twitter, maintenant Instagram aussi maintenant, et oui parce qu'on est même moderne, Mhm. C'est fou. Twitter, Facebook, LinkedIn, oui. Voilà, mais le point d'entrée ça reste le site de Programmer, donc programmer.com. Et quand les salons informatiques y reprendront, je suis aussi assez souvent dans les salons comme ça. Eh ben, Ok. merci beaucoup. On te libère, hein, comme on disait. Et Ouais, puis, à la prochaine. J'espère qu'on pourra. ouais, merci et bonne fin d'émission à tout le monde. Merci. Merci. Salut. À plus, François. Salut. Allez, À plus tard. je le cache. Merci François. Merci. Ciao. Voilà. J'ai Voilà. fait ah ouais, ça va Waouh. tout nous péter le truc. Ah, attendez. Excusez-moi. Oui, Vas-y Rémi, je te laisse enchaîner. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit ajustement. règle les trucs. Merci François. J'espère que ça vous a bien intéressé ce qu'il a pu nous raconter. On était un petit peu pressé par le temps cette fois-ci, mais bon, on pourra remettre ça d'autres fois. Il y a aucun Oui, souci. Et oui. puis,
Puis on a quand même fait un bon tour d'horizon, c'était super cool de l'avoir. C'était J'ai pas super trop, cool. trop pris vos commentaires, justement pour profiter de François du temps qu'il était là, pour éviter de trop le couper et qu'il puisse dire ce qu'il avait à dire. Mais on a bien vu vos remarques, hein. Donc il y a Massami par exemple qui est dans le chat, qui lui aussi utilise pas mal de vieilles machines, mais pour faire de la musique par exemple. Donc c'est intéressant à voir. Et il nous disait que par exemple, il avait pu faire sur un événement de Silicium, dont François parlait aussi, présenter comment faire de la musique avec les vieux Macintosh, etc. Ouais, super Et aussi intéressant ça. une précision, ouais, c'est que par exemple, si tu veux émuler Cubase ou autre de vieilles machines sur un Recalbox, le souci, c'est que par exemple, les interfaces MIDI vont pas bien fonctionner, vont pas bien être reliées, etc. Alors qu'avec le vieux hardware de l'époque, bah forcément, ça fonctionne très bien, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'intérêt de réutiliser des vieilles machines, ça peut être la stabilité d'un système qui a fait ses preuves et qui peut-être, ouais, il fait pas plein de choses, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Donc bon, moi ça a son charme aussi, des fois, d'avoir des vieux sons. Ouais. Il y a plein de petits intérêts qu'on peut trouver. D'ailleurs, je me demandais au-dessus de ta tête, là, c'est quoi l'ordinateur qu'on voit, Corben? Ça, c'est un Macintosh, le premier. Enfin, le 2, pardon. Je sais plus. Attends. C'est le Macintosh SE, ouais, c'est ça. SE, d'accord. Et il y a un Commodore juste à côté, là. On le voit là, il penche Ah, on un le voit peu là. pas, il est un peu penché, hein, c'est ça? Ouais, il est sur une planche. Mais là, ce que racontait François, ça m'a donné envie de ressortir ces machines et puis d'essayer de les retaper parce qu'en fait, celle-là fonctionne pas. Et Ah, l'idée pour moi, c'était de me dire quand j'aurai le temps, c'est-à-dire pendant ma retraite, de retaper ça. Mais bon, voilà. Et alors, je vais vous montrer, j'ai mon Commodore de il y a longtemps, mais ça pèse une tonne. Ça, c'était un oh là ordinateur là, portable de l'époque. Alors, ça, j'ai pas connu. j'essaye de le. Il y a l'écran dedans, hein, c'est ça, hein? Ouais, il y a l'écran dedans. Alors, j'arrive pas à le. Voilà, hop, j'ai tourné le truc, voilà, comme ça. On le posait comme ça à plat. Voilà. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est Et, gros, c'est lourd. Et en fait, on décrochait ça. Et ça faisait office de couverture de clavier. Et, c'est trop. et ça cachait. Hop, tout s'écroule. Ça cachait l'écran derrière, justement. Avec le lecteur de disquette. Regardez-moi ça, c'est Voilà. trop bien. Donc, pareil, il me fonctionne Ah, plus, mais l'oscilloscope. j'ai pour projet de le. Ouais, c'est un peu comme un oscilloscope à l'intérieur. J'ai pour projet de le réparer. Je l'avais déjà démonté. J'avais fait plein de trucs dedans, mais je crois qu'il faut que je rachète des pièces. Donc, voilà. Puis, comme j'y connais rien aussi, ça demande beaucoup de temps. Il nous signale aussi que pour la sécurité, ça peut être bien d'avoir des vieilles machines parce qu'il n'y a pas de calcul caché, vu que pour les faibles capacités, il n'y a pas de porte dérobée. Pareil, comme c'est des systèmes fermés, bah, tu vas pas te faire. Il n'y a pas de virus qui vont arriver aujourd'hui. Bon, après, je dis ça, mais je me souviens qu'à l'époque, sur Atari, par exemple, tu avais des disquettes qui pouvaient être vérolées et ça pouvait se transmettre de disquette en disquette si tu n'avais pas éteint complètement ton truc et laissé refroidir pour qu'il n'y ait plus rien dans la RAM et tout ça, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a tous ces avantages-là, quoi. C'est des petits systèmes fermés, il peut pas se passer grand-chose de grave, alors que c'est vrai qu'un ordinateur moderne sous Windows 10 ou je sais pas quoi, t'arrives, tu veux le lancer pour faire ton concert, et puis bah, t'as une mise à jour qui se lance à ce moment-là, ça reboot, et puis finalement c'est plus compatible avec le truc que tu utilises. Bon, on a tous eu des soucis de ce genre-là. Donc c'est ça qui est bien aussi dans les vieilles machines. Et ouais. J'en profite aussi pour remercier tous les gens qui nous ont suivis depuis tout à l'heure. Là, on a vu les petits zombies apparaître. Vous êtes plusieurs, merci beaucoup, c'est super cool. Et puis je voulais répondre aussi à Easier qui nous reparlait des subs et des dons, etc. sur Twitch. Alors, on le redit, les dons, on va pas vous en demander. Ça nous semble pas pertinent, on n'en a pas besoin, en tout cas pas pour cette émission ni quoi. Donc pas pour l'instant. Et pour les subs, bah, en fait, Twitch ne nous a pas proposé de faire les subs. Donc je crois pas qu'on puisse le faire pour l'instant. Voilà. Donc voilà pourquoi on rentre pas plus dans le Twitch game avec tous les systèmes comme ça. Et puis voilà, comme on le disait, on n'a pas besoin, on cherche pas à faire de l'argent avec cette émission, ou en tout cas on n'en a pas besoin. C'est une petite émission qu'on fait toutes les semaines comme ça sur le temps de midi. Donc voilà, on va pas pousser le truc. Tu voulais rebondir aussi, Corben, sur certains commentaires peut-être Bah non, mais je voyais les commentaires de Easier qui parlait de choper Bellamy, qui l'a tellement aidé avec ses scripts. Alors je sais pas de quel Bellamy il parle, mais si c'est
le dessinateur qu'on connaît tous, bah, il faut qu'il me le dise parce qu'il y a carrément moyen de le choper. Donc voilà. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Et voilà, non, non, bah sinon après, si ça ne vous dérange pas, ce que je vous propose, c'est qu'on reboucle un peu sur ce qu'on fait d'habitude en début d'émission, c'est-à-dire de lire les commentaires des émissions précédentes, faire un petit topo là-dessus, et puis voilà, si ça Mais vous dit. oui, je suis en train de rafraîchir la page si jamais il y a eu des commentaires depuis tout à l'heure. Et bah, d'ailleurs, il y a eu un commentaire il y a 2 heures qui n'était pas chargé parce que j'avais chargé la page ce matin. Et tu vois, j'étais prêt bien trop tôt. JC Euh, Bellamy, bah, je peux le contacter, on verra, effectivement, ça peut être intéressant. ouais, excuse-moi, j'ai pas suivi, c'était dans Non, je un répondais commentaire. à Oui, Ezir, ouais. ça marche. Donc, pour reprendre les commentaires de la semaine précédente, bah, c'était le Culturosaure. Donc, vous étiez nombreux aussi sur le chat, on partageait nos séries aussi et tout ça et tout ça. On a Fab qui nous a mis un commentaire sur YouTube. Il nous dit: Salut messieurs, j'aime toujours autant ce format lent. Alors merci encore. Oui, on prend le temps. On est à la cool. Content que ça vous plaise. C'est vrai que des fois sur Internet, c'est tout le temps speed, speed, speed. On essaye d'éviter ça. En tout cas, nous, c'est pas forcément ce qui nous motive, surtout pour du direct. Donc, content que ça te plaise. Et il nous partage du coup des trucs qu'il a découverts récemment. Alors, par exemple, des formations Colibris Université, voilà, Oui, pour la permaculture, etc. j'ai vu ça, je me suis inscrit, ça a l'air pas mal. Bah ouais, donc voilà, c'est culture dans le sens permaculture. Moi je dis que ça marche. Il y a pas de... En plus, c'est du contenu qui a l'air gratuit et cool et collaboratif. Donc, pourquoi pas. On a ensuite Marien qui essaie de mettre en place un média citoyen. Il gère un agrégateur de flux RSS basé sur Fresh RSS, etc. Donc voilà, je vais vous laisser lire son commentaire, hein, vous verrez tous les liens. En termes de film, il parle de Green Book, qui est effectivement un très bon film de 2018. Et en série, The Boys. The Boys, qui de mémoire est une série Amazon, C'est ça, Amazon Prime. Amazon Prime, Je- qui est bien Voilà, donc aussi. je n'ai pas accès, mais j'ai entendu dire du bien Bon, aussi. moi je l'ai Donc, vu, alors je peux en ah dire bah, deux mots rapidement, ça euh, parle de super-héros. Mais ça casse un peu les codes des super-héros et ça, on va dire, les super-héros sont pas vraiment les super gentils dans l'histoire, voilà. Donc bon, c'est plutôt pas mal quoi. Ils sont un peu dark et tout, donc c'est cool. c'est des humains, Ils ont tous des c'est comme problèmes et si... surtout Ouais. un gros ego. Comme ils sont supérieurs Ah aux oui, autres et en super pouvoir. C'est plus, ouais, ça ressemble plus à comment ça se passerait vraiment dans la vraie vie s'il y avait vraiment des oui, super-héros en fait. d'accord. Voilà. On a Kaezai qui nous dit bah, voilà, j'ai écouté le lien en jouant sur Board Game Arena, donc j'ai bien ri quand ça a été cité. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, petite précision sur Board Game Arena, je m'étais trompé sur un truc que je racontais par rapport au fait que c'est gratuit et l'option payante rajoute des petits bonus, etc. Ça va un petit peu plus loin en fait. Je me suis mélangé les pinceaux parce que moi je joue avec des gens qui ont l'option, mais moi-même je ne l'ai pas. Et c'est vrai qu'une fois, là, j'ai voulu faire une partie, lancer moi-même une partie, et je ne peux pas parce que tous les jeux ne sont pas accessibles euh, aux membres gratuits. Il faut être premium pour avoir accès à tous les jeux. Alors, il y a quand même pas mal de jeux hein, en gratuit, mais pas tous. Voilà, il Ah, faut le savoir. Donc, mince. l'option, je rappelle, hein, je crois que c'est 2 euros par mois. Franchement, ça vaut le coup pour tout ce qui est disponible. Je vais pas refaire de la pub, mais voilà, j'ai trouvé ça cool. Mais je voulais rapporter cette petite précision. Voilà. Ensuite, il y a Kate FedEx qui nous a commenté aussi, mais sur l'émission des sagas MP3 et qui en profite pour parler de sa propre saga qui s'appelle Kate FedEx, tout simplement, créée l'an dernier. Ils ont un peu de mal à avoir de la visibilité dans cette jungle radiophonique, alors ils mettent leur lien. Donc voilà, c'est un petit peu de la pub, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir. Si vous voulez découvrir une nouvelle série, bah, allez cliquer sur son lien. On va pas le modérer parce que c'est de bonne guerre, hein, c'est dans le sujet, donc allez découvrir ça. Et enfin, un dernier commentaire donc d'il y a 2 heures, c'est Julien qui réagit à notre vidéo sur la révolution Steam, etc., etc. Il nous remercie pour cette vidéo, merci beaucoup. J'aime bien le format long sans prise de tête. Bah, merci à nouveau aussi. Et puis personnellement, j'utilise pas mal Steam. J'ai aussi les autres stores, mais j'ai pas pris beaucoup le temps d'y jouer. Et ensuite, il nous parle d'essayer Renway, qui permet de faire du remote gaming en utilisant son desktop. Alors ça, Ah, pour le coup, je je connais connais pas. pas non plus. Renway.
Pour Ouais, ouais. Alors, rebondir juste rapidement sur les plateformes, je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui, alors c'est peut-être fini parce qu'on est le 21 mai, mais il y a GTA 5 qui était dispo sur la plateforme d'Epic Games oui. pour PC. Donc si vous l'avez loupé, bah c'est maintenant en fait. Je crois que c'est jusqu'au 21 mai, mais je sais pas si c'était jusqu'au 20 à minuit ou si c'est jusqu'à ce soir minuit. Donc profitez-en, Mm, mm, mm. si c'est encore dispo. Et Je suis Railway, en train de me charger pour vérifier comme ça. Je ne connaissais pas, mais ça a l'air bien. Il y a toujours, en fait, il y a toujours un jeu gratos sur l'Epic Store. Et là, effectivement, il vous reste 3 heures et 39 minutes et 50 secondes pour choper GTA V. Et ouais, Qui est apparemment la premium édition, là, je viens de voir ça. Donc, je ouais, pense ouais, qu'en plus. ouais. Mais ouais, Mais donc profitez-en. voilà, GTA V qui est quand même un excellent jeu. En plus, il y a un mode multi qui est super cool et qui est pas, il est pas payant. Si vous avez le jeu, vous pouvez y jouer gratuitement. Donc, je vous conseille, c'est vraiment super chouette. Et normalement, après, on le garde gratuit, hein. C'est-à-dire qu'il y a Ah, Easier qui pense que après, il sera plus jouable, mais de ce que non, j'ai non. lu, peut-être que je me trompe, hein, mais de ce que j'ai lu, après, c'est pour toute votre vie, hein. Ouais, ouais, Vous ouais, pouvez c'est jouer. gratuit à choper maintenant. Mais ensuite, voilà, c'est écrit en gros, en fait, si tu vas sur l'accueil et que tu laisses défiler les premières images, c'est le jeu vous appartient à tout jamais. Voilà, donc c'est super cool et je vous invite à recharger régulièrement l'Epic Store parce qu'il y a un jeu gratuit tout le temps. Donc bon, Mm. il y a de tout, hein. Il y a des trucs excellents comme des trucs moins bons. Mais bon, c'est gratos, faut pas se priver. En plus, quand il y a des jeux comme GTA V, franchement. C'est cool. Euh, je vais pas encore 3 heures à tenir à pas le télécharger, sinon je suis foutu. Ah bah oui, ouais. Et salut Bill d'ailleurs, hein, revenu parmi nous. On t'avait pas vu au début de l'émission, ou alors je t'ai loupé, désolé. Voilà, pareil. Alors si vous avez des petites anecdotes à nous raconter là par rapport au rétro computing, rétro gaming, c'est le moment, hein. On peut continuer à discuter du sujet, bien évidemment. Euh, et moi, ça me faisait marrer de revoir ces petits souvenirs, parce que c'est vrai que j'ai connu vraiment l'informatique avec l'Amstrad CPC 6128 et tout ça, là. Ah ouais. C'était sur disquette et on avait des amis qui avaient la version d'en dessous, je me souviens plus du nom exact, et qui était sur cassette. Eux, ils avaient un lecteur cassette. Et quand nous on avait disquette, on était là, waouh, c'est tellement mieux. On avait tout de suite compris l'intérêt. Et voilà, les trucs, ça c'était assez cool. Ouais, le 464, voilà, c'est ça. CPC 464. Et puis à part ça, c'est vrai qu'on avait déjà touché un petit peu au MO5, au TO7. Ouais, à Euh, l'école. ouais, à l'école, oui. Il y avait d'ailleurs à l'école des trucs avec le stylo, là. Je sais pas si vous avez connu Bah, ça. c'était ça, c'était les MO5 et TO7, il y avait un stylo, un pointeur qu'on pouvait pointer sur la télé. Et il Mhm. y avait des trucs de tortue aussi, tu sais, où en fait tu programmais, il y avait une espèce de truc pouvait se balader sur une feuille et dessiner en fait. Ah là là, c'était quand même pas mal, c'était bien rigolo. Mm. Et puis après, bah, les évolutions qu'on connaît, hein, mais c'est vrai que après, moi, je suis passé PC et ou console. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas suivi les évolutions les plus Bon, avancées. après avec le PC, évidemment, ça s'est un peu Bah voilà. perdu. Et ouais, bah, je sais pas si vous connaissiez, vous, mais c'est vrai que le compatible PC, cette notion de compatibilité et tout, qui finalement est un accident, je trouve ça assez sympa. Alors que le principe est trop bien et c'est ce qui les a fait remporter la guerre, entre guillemets, quoi. Si vous aimez les machins rétro, le vieux matos, alors matos PC ou même plus vieux, je vais vous recommander un compte Twitter. C'est en anglais, hein, je crois que c'est un américain, voilà, qui est en Californie. Ne rigolez pas, son pseudo c'est Foon. Ça s'écrit Foone. Voilà. Je le connais pas, hein, mais il poste plein de trucs. Je le suis et il poste plein de trucs cool avec des vieilles Twitter, machines. c'est bien. C'est sur Twitter, ouais. Ouais. Et voilà, il fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il récupère plein de vieux matos, il le teste, il reverse des vieux programmes. Enfin, il s'amuse bien, quoi. Donc voilà, Il a le sens du fun. c'est ça. Ah ouais, non. Rejoignez Foon. Mm. Suivez Foon. Bon, bref. Ouais, ouais, on voit toutes ces machines, c'est super cool. Hop là. Et puis, bah, point de vue légalité. Ah oui, question. Point de vue légalité, ces vieux logiciels, est-ce qu'on peut les avoir? Ah, ça Alors ça, c'est. c'est toujours un peu compliqué, Ouais. cette histoire. Euh, bah, Bah, légalement, légalement, non. non. Voilà, il y a eu plein d'histoires avec tout ce qui était abandonware aussi. Alors, faut savoir qu'il y a quand même Alors, c'est souvent des jeux, mais il y a aussi des logiciels
on va dire qu'ils sont plus distribués, donc on pourrait se dire quelque part ils n'existent plus, mais on pourrait les échanger, etc. Mais Il n'y les a plus d'ayant droit, on licences, va dire. bah en fait si, il y a encore des ayants droit et des licences encore Ah, qui appartiennent à des gens ou des sociétés, etc. Parce que ça a été racheté, puis racheté, puis racheté. oui, ce que je veux dire, c'est que c'est flou et que. Ouais, mais après, bon, il y a une tolérance quand même. Hmm. Mais c'est sûr que par exemple, tu vas jouer, tu vas considérer que le premier Super Mario sur la NES, il est vieux et tu le retrouveras jamais, tu peux jamais l'acheter, mais la licence elle est toujours à Nintendo et Nintendo va te taper dessus. Et tu peux Euh, toujours l'acheter en plus. Ils le revendent ouais, sur voilà, en Steam. plus, ouais. Mais Donc, alors qu'un vieux logiciel de tableur sur une vieille machine rétro, etc., qui a été peut-être développé par un Français qui est peut-être mort maintenant, et qui a peut-être euh, été arraché, ou alors une petite boîte qui a été rachetée par une autre et ouais, machin. voilà. On Effectivement. Bon, voilà, il y a une tolérance. Et après, il y a aussi des créateurs, des développeurs de l'époque qui libèrent leur code. Et ça a été le cas, je crois, avec Zork. Il y a eu en fait, il y a le MIT, là, c'est tombé cette semaine, hein, c'est pour ça que j'en parle. Il y a le MIT qui a retrouvé sur bah, ce dont parlait François tout à l'heure. Le MIT a retrouvé les versions originales sur des bandes, des bandes magnétiques, hein, du code source de Zork, le premier de 1977. Et vous pouvez le télécharger. Je vais vous mettre le lien dans la chatroom, hein, mais enfin, vous pouvez le télécharger soit sur archive.org, sur lequel il y a aussi plein de trucs de rétro et de code source, de trucs Ouais, d'époque. Archive.org est vachement cool pour ça. Ils ont même mis en ligne des jeux. Alors, a priori, justement, les questions de droit, elles ont été réglées. Mais il y a des jeux sur lesquels on peut jouer directement en ligne, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, Euh, ils ont implémenté des émulateurs direct dans les pages, donc on a des exactement. émulateurs de vieilles machines en JavaScript qui permettent de Attention, tester. alors je crois qu'ils ont réglé les problèmes de droit parce que Archive.org, justement, est censé être très Oui, clean là-dessus. normalement, ouais, ça c'est-à-dire que là, ouais, ils ont réglé le problème de droit là-dessus. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'ils jouent vraiment leur rôle d'archive, de centre d'archives, parce que tu peux même retrouver, j'avais vu, t'as les démos de Doom et tout ça, et tout ça. Alors, bien sûr, Ouais. aujourd'hui, on peut pas racheter Doom et tout, mais bref, tu peux avoir vraiment le jeu comme à l'époque, en tout cas la version démo, parce qu'ils ont que les droits de la version démo. Mais c'est super cool hein, de retrouver tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Et là, par exemple, j'ai The Incredible Machine. Je sais pas si vous avez connu ça. Et là, il a l'air Oui, 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 c'était pour faire des t'as machines des de. machines à base de, par exemple, t'as Ouais. une boule de bowling qui tombe sur une plateforme qui ensuite fait sauter un domino qui en tombant fait machin, puis une corde et tout. On Mais faisait des systèmes ça, et c'est un réussir à nom. faire. En fait, c'est un nom. Ça s'appelle les machines de Rube Goldberg. Ah Ce truc. d'accord, En ok. fait, tu sais, c'est un peu ces vidéos qu'on voit sur internet où t'as plein de trucs qui s'enchaînent, t'as le stylo qui tombe, ça fait bouger une Principe du balle. domino grossièrement quoi, mais C'est un avec peu plein ça. d'objets. Et ça, ce jeu-là, il est à l'ancienne et il est super cool quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, là je viens de le voir donc je dis ça, mais bref, c'est juste pour dire que si vous voulez vous replonger de manière assez simple aussi dans les trucs, vous allez sur archive.org, vous allez je crois qu'il y a une section jeux, software ou des trucs comme ça, et vous pourrez retrouver tous ces vieux machins. Bah, de toute façon, t'as mis le lien, donc voilà, c'est parfait. Yes. Il y a Easier dans le chat qui demande qui est le joli moustachu. Donc apparemment il a un crush avec toi. Mais voilà. Ah bah écoute, je vais te présenter. Hein. Donc c'est Rémi, de son pseudo Remouk, qui est, on va dire historiquement, le fondateur, créateur et toujours, on va dire, alimentateur, je sais pas comment on dit, de, dans ton chat Webmaster. qui est pour les anciens Bâche.fr, hein, pour ceux qui se souviennent. Voilà. On pourrait faire un web browser histoire de nos sites. Ouais, ouais, on pourrait, ce serait marrant. Ça pourrait être marrant ça. Votez, votez, on fera ça. Ou si vous voulez qu'on invite des webmasters, des gens qui ont des vieux sites, voilà, des anciens, hein, on parlait de JC Bellamy tout à l'heure, mais des anciens, Mm. faites-nous des propositions, ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres gens en interview, donc Et d'ailleurs, on a n'hésitez pas. peut-être pour la prochaine, on a peut-être quelqu'un. Alors, son site est pas ultra vieux, mais il y a plein de choses à dire sur l'évolution d'Internet et tout ça. Mais on ne dira rien pour l'instant, vous verrez, en temps et en heure. Parce que oui, on vous le redit, on a maintenant à peu près un genre de planning, un petit système en place. Donc voilà, là aujourd'hui, on a eu quelqu'un avec nous. Et donc, ça veut dire que dans un mois, l'émission dans un mois, eh ben, a priori, il y aura à nouveau quelqu'un avec nous. Et puis, la semaine dernière, c'était
Culturosaure. Donc ça veut dire que dans un mois, moins une semaine, vous retrouverez Culturosaure. Voilà, donc on a un petit roulement. On est chaud. Christophe Euh, bosse sur aussi les quiz, etc. Donc, oui, voilà. Ah bah oui, parce que ça veut dire que la prochaine, c'est un quiz. ouais. Et oui, émission prochaine, on peut le dire d'avance, c'est fou ça, on sait d'avance. Ça sera un Pardon, quizosaure et j'espère que Christophe a bien travaillé. Si tu nous écoutes, Christophe, voilà. donc Le semaine quizosaure. prochaine, un Semaine petit prochaine. jeu Quizosaure, voilà, vous connaissez un petit peu le principe. On découvre en même temps que vous les questions et tout ça, on essaie d'y répondre avec vous et on rigole bien, tout simplement. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à préciser, à dire Je pense que c'est bon, on a fait le tour. On va aller maintenant profiter du soleil. Parce que c'est un jour férié en fait. Eh C'est ouais. vrai que nous, nos horaires décalés et tout ça, et nos jeux, on compte pas nos heures ni nos jours, hein, Nos on vies peut vous le folles. dire. On se rend pas compte. Et là, on a appris, enfin moi j'ai appris ce midi, là, juste avant de commencer l'émission, que en fait c'est un jour férié. Moi, je m'en suis souvenu ce matin. Euh, c'est beau. Donc profitez si jamais vous avez un repas de famille de prévu par exemple. Bah, allez-y, hein, parce qu'il reste, il reste plus beaucoup de temps. Vous y sont peut-être déjà au dessert. Donc dépêchez-vous de sortir de votre chambre. Puis sinon, bah, profitez bien, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est du black ce stream? Comment ça, c'est du black? Je sais pas. Ça ne nous fait pas gagner d'argent, donc Ah oui, parce que c'est pas c'est de c'est- base. c'est du bénévolat plutôt. Oui, c'est du plaisir. C'est C'est du pas du tout. plaisir. Mais voilà, Webosor, il n'y a pas de comment dire, il y a rien derrière d'autre que nous deux, hein, juste Ouais, de copains qui discutent, quoi, hein, c'est tout. Hein. c'est ça. Donc on peut dire que c'est du black, ouais. Salut Ori TV et merci de nous suivre. Et puis salut à tous ceux qui nous ont suivis. Ben voilà, on l'a dit tout à l'heure, prochaine émission la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, avec un quiz dont Yes. on ne connaît pas encore le sujet, mais on va vous le dire dès qu'on le saura. C'est Vous ça. pouvez vous abonner sur Twitch pour être au courant des émissions directes et pour nous suivre et ne rien rater, et pour pouvoir participer sur le chat, bien évidemment. Vous avez YouTube pour les replays, maintenant vous savez, et puis toutes les plateformes de podcast pour ne écouter que nos voix suaves et sensuelles. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Rémi? Tant D'ici qu'à là, faire. Rémi.fr, il y a tous les liens. Oh là là, ça devient rodé ce truc. C'est Il y facile, a ouais, tous c'est les liens. facile. Alors, Rémi Remouk sur Instagram, et puis voilà, kickban.fr pour mon groupe de musique. Hein. On va faire un live dimanche normalement, donc rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Kickban. Et puis à part ça, dans ton chat, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Évidemment. Et puis toi, Bah c'est moi, quand Corben.info, j'ai repris un bon rythme là. Je me relève à 5h du mat, je repose des articles. Donc il commence à y avoir des articles plusieurs par jour en ce moment. Donc c'est cool. Et, et YouTube. Voilà, je fais des petites vidéos sur YouTube en ce moment aussi. ouais. Donc n'hésitez pas. Allez, je mets les liens principaux dans le chat parce qu'on nous demande. Alors c'est simple, c'est remook.fr, il y a tous les liens, et corben.info, il y a tous les liens. Donc voilà, à partir de là, vous pourrez, vous pouvez nous suivre, nous stalker sans aucun souci, c'est fait pour. Et puis, oui, on nous reparle des systèmes de noms et tout, pour nous, comment dire, qu'on puisse te payer des fonds verts et des trucs comme ça. Bah j'ai un fond vert en fait, il est là, hein, mais c'est juste que j'ai la flemme de le bouger pour le mettre Mais c'est derrière moi. surtout que tu as pris en photo ton vrai fond, du coup, les gens voient pas la différence, c'est dommage. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est un fond vert, mais vous voyez, je le touche, mais c'est une fausse C'est pour les image. prochaines fois, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que j'ai pas de. J'ai pas de quoi. J'ai pas de fond vert, pardon, mais bon. Non, mais c'est la merde, les fonds verts, c'est pas la peine. Et merci pour la moustache. Hein, ça fait plaisir. Donc voilà, dimanche, un petit concert, normalement, sur YouTube, Kickban. Et puis sinon, on se retrouve jeudi prochain, je crois, pour les lives. C'est ça. On est tout bon, on a tout dit? On a tout bon, on a tout dit. Bah, bonne journée, bonne fin de journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé encore. Et puis à À très plus tout le bientôt. monde. Allez, je vais couper. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.